Bonsoir. Donc moi, effectivement, je m'appelle Fabien Gallier. J'ai travaillé pendant 11 ans chez Page Jaune, où j'ai fini comme directeur technique CTO de pagejaune.fr. Et puis, pendant 3 ans, j'ai travaillé chez Ouest France jusqu'à très récemment, où j'étais là responsable du service informatique numérique. Et donc, dans mes différentes expériences, j'ai principalement travaillé dans un contexte de transformation digitale, que ce soit chez Page Jaune ou chez Ouest France, d'urbanisation de systèmes d'information, de mise en place d'agilité à l'échelle et de mise en place de pratiques DevOps. Donc, l'idée de ce petit retour d'expérience, c'est de partager quelques réflexions que j'ai pu avoir au cours de ces années autour de l'industrialisation du SI. Alors pour commencer, je voudrais repartir de ce que disait tout à l'heure Bernard sur l'artisanat et prendre le cas d'un artisan qui fait de la poterie, qui veut se lancer, qui démarre à créer ses poteries dans son petit magasin, il aime bien ça. Et puis en fait, il a plutôt du talent et il se met à vendre ses poteries. Puis ça marche bien, il veut en vendre de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de clients. À tel point qu'en fait, il dit finalement, je veux ouvrir un magasin de poterie. Sauf que notre artisan, il a un problème, évidemment. La question qui va se poser pour lui, c'est comment je fais pour produire beaucoup plus de poteries sans dégrader la qualité, parce que évidemment, mes clients, ils attendent de la qualité, c'est pour ça qu'ils en ont acheté, et tout en pouvant continuer à les produire. Moi, en tant que chef de service informatique, j'étais confronté au même sujet à travers le système d'information. Et on s'est souvent retrouvé avec un système d'information au départ qui était plutôt petit, qui n'avait pas été forcément pensé pour grossir, une organisation non plus. On a fait grossir quand même sans se poser la question de comment est-ce que ça va passer à l'échelle plus tard. Et là, souvent, on s'est retrouvé coincé et on a dû refaire de zéro le SI, l'organisation. Donc pour un DSI, pour un responsable de service comme je l'étais moi, l'une des grandes questions et l'une des grandes difficultés, en tout cas à laquelle j'ai été confronté, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle, donc augmenter la taille des effectifs, autant augmenter la taille du périmètre, du patrimoine applicatif, tout en maintenant à la fois ma qualité de service vis-à-vis de mes utilisateurs et ma vélocité, ne pas être plombé par tout le run, la maintenance, et continuer à délivrer de la fonctionnalité et amener de la valeur à l'entreprise. Et donc, pour faire ça, pour passer à l'échelle, l'une des réponses, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, mais c'est un sujet qui est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, c'est très vaste. Et pour arriver à industrialiser un système d'information, de mon point de vue, il y a 10 axes sur lesquels il faut travailler. Et si vous en omettez un, vous risquez de vous tromper et d'avoir des difficultés. Et donc les 10 axes, ça commence évidemment, le premier c'est la vision. On a parlé de l'industrialisation, elle n'est utile qu'au service d'une stratégie d'entreprise, d'une trajectoire business. On n'industrialise pas juste comme ça, on a un objectif. Et donc il faut aligner toute l'entreprise sur cet objectif-là, et l'industrialisation doit nous permettre d'aligner le système d'information là-dessus. Une fois qu'on a posé la vision, il faut qu'on pose l'architecture, à la fois l'architecture technique, l'architecture métier. Alors c'est Jean-Philippe qui va nous parler de ça tout à l'heure, mais évidemment les fondations de notre urbanisation, ça va être l'architecture. Et puis adapter avec l'architecture l'organisation selon la loi de Conway inversée. Les deux étant liés, il faut faire travailler sur les deux. Puis il y a un levier auquel on ne pense pas forcément, mais qui est pour moi très important et très structurant, c'est la structure de votre budget. Et une fois qu'on veut travailler sur l'organisation, sur l'architecture, il faut aussi travailler sur la gouvernance du budget et passer d'un mode de gestion de budget par projet à un mode de gestion par capacité et par priorité. Donc ça a des impacts quand on veut industrialiser aussi sur la gouvernance budgétaire. Puis ça a évidemment un impact sur le delivery, la façon dont on va mettre en production, sur la recette, la façon dont on va recéter, le taux d'automatisation, qu'est-ce qu'on automatise, jusqu'où, avec quelles données, sur quels environnements. Ça a des impacts sur ce que j'ai appelé la documentation, c'est ce qui est en amont de la recette, le besoin, l'expression du besoin, le référentiel fonctionnel,
Est-ce que je fais de la gestion d'exigence? Est-ce que je fais du BDD? Qu'est-ce que je veux garder en patrimoine fonctionnel dans mon système d'information? Et comment est-ce que je vais pouvoir valider la qualité de ce que j'ai fait par rapport à mes entrants? Évidemment, la question de l'infrastructure, qui doit être au service à la fois de la recette, à la fois du delivery, pour permettre de fluidifier le processus. Et évidemment, le processus de pilotage, parce qu'on ne pilote pas à l'échelle comme on pilote une petite équipe ou un petit projet. Et évidemment, au centre de tout, et Clément reviendra tout à l'heure, le management, la gestion du changement. Et donc, quand on parle d'industrialisation, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'axes sur lesquels il faut réfléchir, et ils sont tous liés les uns aux autres. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est évidemment pas de vous détailler les 10, on n'aura pas le temps, mais de se concentrer sur l'architecture. Jean-Philippe va s'en charger. Moi, je vais vous parler de l'organisation, du delivery, du pilotage, et puis on finira par le management avec Clément. Donc, sur la partie organisation d'abord, les enjeux d'une organisation dans un contexte de transformation, dans un contexte d'urbanisation à l'échelle, c'est quoi? C'est, on l'a dit, elle est le reflet de l'architecture du SI selon la loi de Conway inversée. Je passe, Jean-Philippe va vous en parler. Elle doit être aussi l'organisation, elle doit s'adapter aux priorités qui changent. Toutes nos entreprises sont concernées par des changements de priorité régulièrement. On doit pouvoir, dans nos processus, s'adapter, mais aussi dans notre organisation, on doit pouvoir réallouer nos capacités à faire, réallouer nos projets régulièrement, selon les nouvelles priorités de l'entreprise et la trajectoire business. Donc on doit avoir une organisation qui sait aussi s'adapter. Et pour autant, on doit aussi avoir des choses qui sont pérennes dans le temps et qui sont stables. Il y en a deux pour moi. C'est le lien managérial. Je pense que c'est important. La relation entre un manager et un collaborateur, c'est une relation de confiance dans la durée. On doit pouvoir construire dans la durée. Et donc ça, c'est un lien qui doit éviter d'être bouleversé régulièrement. Puis on sait aussi que des équipes qui sont stables sont plus véloces et plus efficaces que des équipes qui bougent tout le temps. Donc il vaut mieux favoriser la stabilité d'une équipe et éviter de changer tout le temps. Donc en fait, il faut arriver à jongler avec ces deux contraintes, à la fois s'adapter et à la fois garder de la cohérence et de la continuité. Alors nous, ce qu'on a mis en place dans mes différentes expériences, c'est évidemment un mode agile, des feature teams. Je pense que tout le monde connaît les feature teams maintenant. Le principe en 3 mots quand même, une feature team, c'est une équipe qui est une équipe agile, avec toutes les compétences nécessaires à la réalisation d'un objectif, qui peut être un objectif technique, un objectif métier, fonctionnel, produit. Donc dedans, on a un pilote, des développeurs, des recetteurs, des ops, des concepteurs fonctionnels, etc. Tous les personnes nécessaires à la réalisation. Ce modèle-là, il a le gros avantage, c'est qu'il est scalable, c'est-à-dire qu'on a une petite unité qui est autonome, qui sait produire un livrable, et on peut la multiplier, et donc passer à l'échelle. Ça nous permet la scalabilité à l'échelle. Et pour garder toute la partie management, en fait, on fait une organisation matricielle, où on fait un management par compétences, où par exemple ici, on a un responsable pilotage qui manage les pilotes des équipes, qui va s'occuper de piloter le portefeuille de projet, qui va s'occuper de porter le processus projet et la méthode projet, et donc faire le management des collaborateurs. Veiller aussi, si un collaborateur veut changer d'équipe, réaffecter des collaborateurs d'une équipe à l'autre, etc. De la même façon, on va avoir un responsable architecture et développement, qui va lui s'occuper de toute l'urbanisation du SI, de l'architecture, de la qualité recette, de l'infra et de la conception fonctionnelle. L'avantage donc de cette organisation-là, c'est la souplesse, parce qu'on peut rajouter une équipe sans toucher l'organisation, sans avoir d'impact délégué du personnel, CE, etc., sans changer le lien managérial. On peut aussi enlever des équipes, déstaffer, c'est possible, réallouer les équipes, changer les paramètres des équipes, tout ça sans changer le lien managérial, et on peut favoriser la mobilité inter-équipe aussi. Donc après, par rapport à ces équipes agiles, il y a plusieurs façons de les implémenter. Il y a d'abord ce qu'on appelle les component teams.
Component team, c'est quoi? C'est une équipe agile qui est orientée technique. Elle gère un ou plusieurs composants techniques qui n'ont pas forcément de valeur métier, de réalité métier, mais ils sont propriétaires de ce livrable-là. Donc ils sont capables de le mettre en prod de façon autonome, mais les métiers, eux, pour exprimer un besoin, ils doivent s'adresser à plusieurs équipes. Donc ça a un gros avantage, c'est l'autonomie de delivery, on en reparlera tout à l'heure, qui a du sens. Il y a la maîtrise également du composant qui est fait. Par contre, il n'y a pas de sens métier à ces équipes-là. Alors du coup, il y a un autre type d'équipe qu'on peut mettre en place, c'est des feature teams, qui elles, exactement l'inverse, c'est-à-dire des équipes orientées métiers, dans lesquelles les métiers sont impliqués, donc avec des objectifs métiers qui délivrent des fonctionnalités, mais par contre, personne n'est propriétaire des composants sur lesquels ils travaillent. C'est des composants communs. Quand j'ai besoin de développer telle fonctionnalité, je modifie sur tel composant. Et à la fin, du coup, le processus de mise en production, c'est un train qui passe, qui est commun à tout le monde, avec un processus qui est commun à tout le monde. Chacun doit attendre que les autres équipes aient livré, etc. C'est un autre modèle. Donc, moi, par exemple, chez PagesJaunes, on avait mis en place les deux, parce que souvent, vous avez besoin des deux. Hein. Ça, il y a des composants très techniques, vous n'avez pas le choix, vous êtes là. Et puis, pour impliquer les métiers, on essaye de faire des feature teams. Donc, nous, on avait un mélange entre les deux. Et en fait, l'idéal, c'est ce que nous, on a appelé la product team, qui est la réunion des deux. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aligner le métier, l'architecture et le delivery. Et là, vous pouvez construire des équipes qui sont autonomes, qui sont efficaces, et en plus, vous pouvez scaler votre modèle, puisque là, vous avez de l'autonomie, et vous pouvez monter en charge. Donc l'idéal, c'est d'arriver à un modèle où le métier, l'archi et la technique sont dans la même équipe, et sont autonomes pour délivrer un service qui a du sens métier. Sur le volet pilotage, l'objectif du pilotage, c'est de s'engager et de tenir les délais. Donc, dans un modèle de feature team, le pilotage des équipes, ce qui est bien, et je pense que Clément nous en parlera tout à l'heure, c'est évidemment de responsabiliser les gens. Et donc, là, de leur demander d'être responsables de la fourniture et du suivi d'un certain nombre d'indicateurs qui vont nous assurer que l'équipe, elle fonctionne bien. Alors, j'en ai donné quelques exemples aujourd'hui, évidemment, tout dépend du contexte, etc. Nous, ce qu'on mettait en place, c'est des indicateurs d'ambiance pour savoir globalement si l'équipe elle vit bien et elle est contente de venir bosser. Des indicateurs de vélocité, voir à quelle vitesse est-ce qu'ils avancent, voir s'ils ont du travail, le stock, est-ce qu'ils vont avoir du travail à faire dans les prochaines semaines, leur taux de maintenance, savoir s'ils ne passent pas trop de temps à faire du run par rapport au build, un nombre d'anomalies créées, un stock d'anomalies à traiter, et puis le lead time, le temps qui sépare le moment où j'ai une idée du moment où elle arrive en production. L'objectif de ça, c'est de monitorer la bonne activité, la bonne santé de mon équipe. Et de la responsabiliser. Donc à partir de là, après, si on veut faire du pilotage, l'objectif c'est d'identifier, de construire un planning. Donc pour faire ça, on va commencer par identifier dans notre périmètre, le découper en story map, identifier à l'intérieur des features, des user stories. Puis pour chaque user stories, on va l'évaluer, on va la macro-estimer et on va faire ce travail-là par les analyses fonctionnelles, les proxy product owners, avec un point de vigilance important sur lequel j'insiste beaucoup. L'objet, c'est pas de faire du chiffrage détaillé à ce stade du projet, l'objet, c'est juste de déterminer une enveloppe, un délai, un staffing adapté pour faire réaliser notre ambition. On ne cherche pas à faire du chiffrage détaillé, ce sera pour plus tard. Ce qu'on cherche juste, c'est à pouvoir construire un planning à partir de charges, de capacités à faire, avec un objectif de vérifier l'adéquation entre les moyens qu'on souhaite mettre, le délai qu'on a en objectif et le périmètre qu'on s'est donné. Le plus tôt on voit que les trois ne sont pas cohérents, le mieux c'est. Et donc l'objectif, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place ça sur un projet de refonte du site de Voiles et Voiliers, avec un objectif pour la route du Rhum. La route du Rhum, c'est le 4 novembre 2018. La date, on la connaissait. Donc nous, on devait être en prod le 4 octobre.
Et donc on a mis plusieurs équipes en parallèle pour travailler sur ce projet-là, et pour le suivre de la façon que je vous ai présenté. Donc chaque équipe a contribué à identifier les travaux qu'ils avaient à mener. Ils ont fait les estimations de ce qu'ils allaient avoir à faire. On a utilisé leur vélocité en projetant la vélocité pour savoir par rapport à notre objectif de date si c'était compatible compte tenu du staffing et du périmètre qu'on envisageait. Et puis chaque semaine, on vérifiait que ça marchait. Alors là, je vous ai mis par exemple le burn-up qu'on utilisait pour se faire le suivi de chacune des équipes. Donc ça se lit comment? Il y a deux courbes. La violette ici, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, la violette ici, c'est l'avancement théorique au début du projet. Donc quand au début, on s'est dit, avec notre vélocité, voilà, compte tenu des absences des uns, etc., voilà où est-ce qu'on devrait arriver. Et puis en vert, c'est ce qu'on a constaté. Donc chaque semaine, on fait le relevé, et puis on projette où est-ce qu'on pense arriver compte tenu de la vélocité qu'on constate et réactualiser. Ça nous permet de vérifier quand est-ce que, compte tenu ici du jalon 5, du jalon 6 qui représente le périmètre, le nombre de points d'effort ici, quand est-ce qu'on prévoit d'atterrir pour sortir tel niveau de fonctionnalité. Donc voilà un exemple, nous, de façon dont on pilotait un projet à l'échelle, en mode agile, sur plusieurs équipes. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mes équipes et avec lequel je suis foncièrement pas d'accord. Quand on demandait, parce que évidemment on pilotait par le délai, la route du Rhum, ils ne nous ont pas attendu. Donc nous, on voulait être sortis pour cette date-là. En agile, on ne s'engage pas sur un délai, si. L'agile permet justement de s'engager sur le délai et de fournir tous les leviers pour tenir ce délai-là et d'agir sur le périmètre, sur les priorités pour arriver à tenir la date. Donc c'est un point sur lequel j'insiste, parce qu'il y a cette espèce de croyance, des fois, qu'on ne s'engage pas sur un délai. Troisième chantier, le delivery. Alors, les enjeux, pour moi, du delivery, c'est quoi? C'est de mettre fréquemment en production, très régulièrement, des petits morceaux, tout en assurant la continuité de service, à ne pas arrêter le service pour la mise en production, et sans impact de qualité sur l'utilisateur final. Et c'est de disposer d'un processus de déploiement qui va être fiable, robuste et reproductible sur n'importe quel environnement. Voilà l'objectif du delivery. Donc nous, ce qu'on a mis en place, en termes de contexte, refonte globale d'un site internet on est parti de rien. On a mis en place des microservices, on avait plusieurs équipes de développement impliquées, et on mettait en production une fois par semaine, pendant à peu près 1 an de durée de projet. Alors au début du projet, ce qu'on a fait, ça va être un petit peu technique, j'espère que ça ne l'est pas trop. Ce qu'on a fait au début, c'est qu'avec nos microservices, en fait, on a fait un repository par microservice. Et donc, quand on avait une user story, on la découpait en tâches, on mettait une tâche pour chaque API. Et pour chaque API, on créait une branche associée à la tâche et à la user story associée. Et donc, chaque équipe, parce que globalement, on avait des API répartis dans les équipes, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, chaque équipe travaillait sur sa tâche, et puis quand toutes les équipes avaient fini les tâches nécessaires à la user story, on pouvait la valider, faire ce qu'on appelait un transverse merge, la valider dans l'environnement, et pouvoir la pousser ensuite en intégration pour une user, 2 users, 3 users. Si elles étaient validées, on mergeait tout ça, on envoyait ça en staging, qui est commun à tout le monde, et en production. Donc ça, c'est un principe de release train que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc ça marche plutôt pas mal au début, quand vous n'avez pas trop d'API et que vous n'avez pas trop de code et que vous n'avez pas beaucoup d'équipes. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'enraye. Pourquoi? Alors, ça s'enraye, on l'a constaté, parce qu'en fait, on s'est retrouvé, on voulait mettre en prod toutes les semaines, et en fait, au bout d'un mois, on ne pouvait plus mettre en prod. On n'y arrivait plus, on n'arrivait pas à stabiliser la version pour l'envoyer en production. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Avec nos histoires de branches, là, en fait, on accumulait les branches. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de vider les branches qui avaient été faites pendant la semaine, le temps de stabiliser la version, parce qu'on arrêtait les commits pour pouvoir valider que la version allait pouvoir partir. Donc pendant ce temps-là, les développeurs ils continuaient à développer, ils accumulaient, et quand ils déversaient les branches, il y avait énormément de régression, et on n'arrivait plus à stabiliser la version. Et en plus, chaque équipe commençait à se bloquer les unes les autres, donc on n'avançait plus. Pourquoi? Et
donc ce qui s'est passé, et l'erreur qu'on a faite, c'est qu'en fait, on a fait un delivery en monolithe. Alors que notre architecture était en microservices. Et en fait, on a mis ensemble deux concepts qui ne sont pas faits pour travailler ensemble. Un, le monolithe, le delivery en monolithe, et l'architecture, où on a découpé en petits morceaux. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on adapte le delivery à l'architecture. Et donc c'est ce qu'on a fini par faire, en mettant en place des tunnels de déploiement par API. Au final, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire sentir que on a besoin de travailler en cohérence sur les 10 leviers. C'est-à-dire que on voit bien que le delivery, il est très lié à l'architecture, qui est très lié à l'organisation, qui est très lié au budget, que la recette est liée au delivery. Donc si vous ne pensez pas globalement votre écosystème, votre industrialisation sur l'ensemble de ces chantiers-là, vous risquez de vous planter, comme nous, on s'est trompé, sur notre organisation, sur notre delivery et sur notre pilotage. Il faut bien avoir ça en tête quand on parle d'industrialisation, et donc idéalement les faire dans le bon ordre, en commençant par la vision. Ensuite l'architecture, l'organisation, le budget, le delivery, la stratégie de test, l'expression du besoin, la documentation. Ça, c'est le processus de fabrication de vos logiciels, de vos fonctionnalités. Et ensuite, pensez infrastructure, outils et pilotage. Avec le management d'accompagnement au changement et une boucle de feedback pour apprendre et améliorer régulièrement le processus. Et c'est tout pour moi.